Bien, bonjour, nous nous retrouvons pour notre 10e conférence web. On est sur 12 conférences, vous le savez, qui sont réparties en 3 cycles. On a vu professionnaliser ses salariés, la réforme de la formation, et puis maintenant, troisième et dernier cycle, les bonnes pratiques en formation. Et aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la formation par soi-même de ses salariés. C'est un thème qui est évidemment porté, issu de la loi du 5 septembre, qui reconnaît l'action de formation en situation de travail. Et nous allons décortiquer, en tout cas explorer les différentes possibilités de cette nouvelle voie pédagogique avec notre consultant et néanmoins ami Jean-Pierre Williams. Jean-Pierre est consultant en droit du travail, consultant en formation, en droit de la formation, et nous accompagne dans l'animation de ces différentes webconférences depuis leur mise en œuvre. Jean-Pierre, bonjour tout d'abord. Bonjour Bernard, bonjour à tout le monde. On se retrouve alors malheureusement ce lundi, nous ne sommes pas en direct puisque nous avons un problème de réseau. J'espère que ceux qui souhaitaient nous rejoindre ont eu l'information suffisamment tôt pour pas finalement tomber sur un écran noir. La vidéo est mise à votre disposition comme les vidéos précédentes. Et puis on se retrouvera donc le mois prochain, le 18 mars. On fera un peu le benchmark des différentes innovations et bonnes pratiques en termes de formation professionnelle. On ramassera en fait finalement l'ensemble des informations, des thématiques qu'on a explorées ensemble. Et puis on terminera ce premier cycle de conférences le 15 avril. Sous la forme à la fois d'une conclusion, mais finalement l'entame de ce nouveau monde de la formation porté par la loi du 5 septembre. Donc l'AFEST, l'action de formation en situation de travail, ce n'est pas de la formation sur le tas, c'est un nouveau modèle pédagogique. Jean-Pierre, comment peut-on le présenter en tout cas pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même à nos entreprises ? Alors je crois qu'il faut le différencier effectivement des autres modalités de formation et d'apprentissage ou de développement des compétences des salariés. La loi du 5 septembre 2018 a eu la volonté de permettre aux entreprises d'utiliser toute la palette des moyens disponibles pour développer les compétences des salariés et ne pas s'accrocher ou rester sur un format de formation traditionnel. Et parmi ces moyens, il y a la formation en situation de travail, sur laquelle on va s'attarder un petit peu, mais qui n'est pas la seule modalité de formation des salariés dans l'entreprise. Et ce qu'on vous propose, c'est de parcourir et peut-être de découvrir ce que vous faites déjà, parce qu'en effet, nous allons commencer par examiner vos pratiques. Il n'est pas d'entreprise qui ne forme pas ses salariés. Peut-être que certaines ne les envoient pas en formation, mais il n'est pas d'entreprise où les gens ne développent pas des compétences, ne serait-ce qu'en exerçant leur activité. Et donc le point de départ ici est de savoir ce que l'on fait précisément dans ce domaine, quelles sont les actions, parfois non organisées, informelles, tacites, habituelles, mais qui permettent de développer les compétences. Ensuite, on regardera, si on veut passer sur un stade un petit peu plus organisé, un petit peu plus maîtrisé, quelles sont les ressources dont on a besoin et dont on dispose en interne pour former les salariés. Et puis, nous ferons évidemment un zoom sur les différentes modalités, dont la formation en situation de travail que la loi effectivement souhaite promouvoir et développer dans toutes les entreprises. Alors, concernant vos pratiques, ce que vous faites aujourd'hui pour la formation de vos salariés et ce que vous faites vous-même. La liste ici des différentes pratiques n'est évidemment pas exhaustive. On fait de la formation et on fait du développement de compétences assez souvent sans le savoir et de manière tout à fait naturelle. Mais peut-être serait-il bon de faire un repérage de ce qui existe précisément dans votre entreprise pour savoir de quelle manière on peut éventuellement le développer, l'améliorer, le diffuser. Alors, est-ce que vous avez aujourd'hui des salariés qui, de manière assez traditionnelle, en forment d'autres, soit dans le cadre de leur situation de travail? C'est ce qu'on va trouver, par exemple, assez naturellement, dans le recours au contrat en alternance. Quand vous avez un jeune en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, et bien souvent, le tuteur, le maître d'apprentissage, joue aussi le rôle d'expert, d'accompagnateur, de formateur, et est également là, à la fois
pour transmettre, mais aussi pour favoriser des apprentissages, puisque tout ce que l'on apprend ne vient pas de la transmission, ça passe aussi par l'expérience propre. Et d'ailleurs, on peut considérer que lorsqu'on a expérimenté soi-même une pratique, elle est plus ancrée que quand on a eu simplement une explication sur le comment faire. Alors, il faut articuler les deux. Donc, si vous accueillez les jeunes en alternance, vous avez des pratiques de formation, mais peut-être avez-vous des situations qui permettent le développement de compétences parce qu'on est dans des collaborations nécessaires, parce que les salariés ont l'occasion d'observer des pratiques qu'ils ne mettent pas forcément en œuvre eux-mêmes habituellement, parce qu'on a des échanges de pratiques, parce qu'on fait aussi des retours d'expérience. C'est une pratique, les retours d'expérience, qu'on utilise souvent pour gérer les incidents. Lorsqu'on a quelque chose qui ne s'est pas passé correctement, eh bien on fait une analyse à plusieurs. Vous le faites d'ailleurs quand il y a un accident du travail, l'arbre des causes, pour déterminer la causalité, pour essayer de la traiter et faire que ça ne se reproduise pas. Je pense qu'il est tout aussi intéressant, on dit souvent on apprend de ses échecs, mais ce serait dommage de n'apprendre que de ses échecs. Je pense qu'il est aussi important, quand les choses se passent bien, de comprendre pourquoi elles se passent bien. Parce que ça permet de les garantir, de les sécuriser et éventuellement de les reproduire. Et donc je pense qu'on apprend aussi de ses succès, de ses réussites, et qu'il faut que chacun soit conscient de ce qui a permis d'obtenir tel ou tel succès ou bon résultat. Donc, le retour d'expérience est une manière de faire un retour réflexif, comme disent les pédagogues, sur l'activité qui a été exercée, de mieux comprendre comment elle a été mise en œuvre et de mieux comprendre les facteurs clés de succès ou d'éviter les causes d'échec. Donc, des pratiques de ce type-là ne sont pas précisément organisées comme des formations, ça ne prend pas le format de la formation professionnelle, mais ça permet malgré tout le développement de compétences. Alors dans ce diagnostic de départ, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'abord repérer ce qui existe déjà et puis voir si les conditions de la diffusion, de la généralisation, de l'appropriation par les salariés sont réunies. Est-ce que les gens sont volontaires pour transmettre leurs compétences? Est-ce qu'ils font volontiers du partage dans ce domaine? Est-ce que les gens qui vont en formation, quand ils reviennent, sont préoccupés de transmettre ce qu'ils ont acquis à leurs collègues ou pas? Ça permet d'avoir une culture du développement de compétences dans l'entreprise, pas simplement une culture de la formation, puisque ce n'est pas le seul moyen pour se développer. Donc, dans un premier temps, diagnostic, que faisons-nous aujourd'hui et par quels moyens, par quels canaux se développent les compétences des salariés en interne. La deuxième chose, si on veut passer, une fois qu'on a fait le diagnostic, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut développer les pratiques de formation en interne? Alors il faut ici faire un deuxième diagnostic sur les ressources. Quelles sont les ressources dont on a besoin pour développer les compétences des salariés? Alors, il faut du temps. Il faut peut-être de l'argent, on va voir. Il faut de la compétence et il faut aussi des moyens matériels. Alors, je reprends ces 4 éléments dans l'ordre. Il faut du temps. La transmission de compétences, le temps d'apprentissage d'une technique, la maîtrise d'une situation de travail, suppose un temps d'apprentissage. Ce qui veut dire que si je le fais dans le cadre d'une situation de production, je risque d'avoir une production un petit peu plus lente, un petit peu plus longue, ou alors je pourrais regarder s'il n'est pas possible d'utiliser, suivant les cycles d'activité de l'entreprise, des temps où on a une charge un peu moindre pour favoriser à ce moment-là les actions de développement de compétences. Ici, chaque entreprise est atypique, a ses propres rythmes, a sa propre saisonnalité, a son propre plan de charge, et peut-être qu'il y aurait à envisager une programmation dans le cadre des rythmes de travail qui sont les vôtres. C'est pas évidemment au moment des périodes où les gens sont surchargés qu'il est pertinent d'aller leur dire que on va développer leurs compétences. Le travail absorbe l'intégralité de l'énergie et il faut beaucoup d'énergie, de disponibilité pour développer ces compétences. Donc il y a une première question qui est celle du calendrier, de l'organisation, de la programmation, de la planification. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à quel moment? Et d'optimisation finalement dans les cycles d'activité, des temps qui sont un petit peu plus faibles que les autres.
La deuxième question, c'est celle du budget. Est-ce qu'à partir du moment où on forme les salariés soi-même, on a besoin d'engager financièrement des dépenses? Alors on aurait tendance à répondre non, c'est même tout l'intérêt, on fait avec ses ressources propres, il n'y a pas de dépenses supplémentaires. Il faut peut-être faire attention à un ou deux postes tout de même. La première, c'est on n'est pas naturellement et spontanément formateur. Il y a des salariés qui seraient forcément ou sans doute très volontaires pour jouer un rôle de formateur, d'expert, de personnes ressources, d'accompagnateur, de tuteur, de parrain, etc. Donc ils sont prêts à s'investir dans ce domaine-là, mais qui sont peut-être pas très à l'aise sur ce rôle parce qu'ils n'ont pas l'habitude de le tenir, de le réaliser, et que peut-être il va falloir préparer, accompagner pour qu'ils soient dans un confort suffisant pour que les choses se passent de manière correcte. Peut-être aussi y aura-t-il un petit investissement dans des ressources pédagogiques, ce qui fera le lien d'ailleurs avec le troisième volet, c'est les moyens matériels. Alors les moyens matériels, ça revient à la question de la disponibilité, mais là non plus des hommes, des personnes, mais des ressources matérielles. Est-ce qu'on a des temps d'utilisation des locaux, des matériels, des machines qui pourraient être utilisés et à quel moment et de quelle manière sans impacter la production pour permettre des acquisitions de compétences, du développement de compétences. Et enfin, se posera la question de la compétence des personnes. La compétence technique, mais aussi quel type de compétences a-t-on besoin de partager dans l'entreprise? Il y a une question, par exemple, qui est une question simple, c'est si j'ai un salarié, est-ce que j'ai en gros un organigramme de remplacement? Si j'ai quelqu'un qui fait défaut, qui n'est pas là, qui est absent, etc., est-ce que je sais qui est en capacité de le remplacer, ou alors est-ce que je suis dépendant de la compétence détenue par un salarié? Alors une organisation a toujours intérêt à avoir une certaine plasticité et dans son organisation et dans ses compétences, un certain degré de polyvalence pour d'une part avoir de la réactivité et faire face aux situations inattendues. Donc on a dans ce domaine-là un petit diagnostic sur le partage des compétences et peut-être identifier les compétences sur lesquelles l'entreprise pourrait avoir une certaine fragilité, c'est-à-dire des compétences qui sont un peu clés dans l'entreprise, sont très importantes par rapport au cœur de métier et qui finalement, regardez si elles sont détenues par un nombre élevé de personnes, c'est pas un souci a priori. Si par contre on a des compétences clés qui sont détenues par un petit nombre de personnes, la question de partager ces compétences-là, de voir s'il est possible de les faire acquérir à d'autres, peut-être pas au même niveau d'expertise, mais malgré tout, va se poser. Et donc on a là deux dimensions dans la compétence. La capacité, les ressources, la capacité technique à faire, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, la volonté. C'est-à-dire, est-ce que les salariés ont cette volonté de transmettre? On dit parfois que la compétence, c'est un don que l'on peut faire sans s'appauvrir, parce que si je transfère ma compétence, je la garde, je ne la perds pas. Je la donne, mais je la conserve. Mais vous savez qu'il peut y avoir des phénomènes de concurrence qui font que les gens se disent que leur compétence, c'est aussi leur sécurité, leur expertise, leur reconnaissance, et que bon, si finalement je le partage, je m'appauvris. Donc il y a un travail managérial à faire autour du développement de compétences pour que les gens acceptent ce partage qui va permettre finalement à l'organisation de gagner en capacité et en compétence collective. La compétence collective étant la capacité à collaborer, à travailler ensemble. Et cette compétence collective, elle est naturellement renforcée quand les gens partagent des compétences communes, ont une culture commune et partagent également les mêmes objectifs. Donc ici, diagnostic, est-ce qu'il y a des moments adaptés pour organiser des actions de développement de compétences? Est-ce que ça suppose ou pas, c'est pas indispensable d'engager des moyens budgétaires supplémentaires? Est-ce qu'on a de la disponibilité aussi sur les moyens matériels? Et puis, est-ce qu'on a des salariés qui sont partants pour organiser les apprentissages de leurs collègues ou transférer leurs compétences? Donc ça, c'est l'état des lieux des ressources que l'on va pouvoir mobiliser pour faire de la formation. Alors à ce stade, si les conditions sont réunies, j'ai déjà des pratiques, j'ai des ressources et je veux passer une étape de plus, comment s'y prendre? Donc, avant de passer au comment s'y prendre, le diagnostic, est-ce qu'il existe ou pas une culture de développement des compétences dans l'organisation? Est-ce que c'est quelque chose de naturel ou alors est-ce qu'il faut développer ces
capacité-là, quel est le degré d'adhésion des salariés à ce principe-là. Et si vous avez un degré d'adhésion faible, il est toujours recommandé de commencer par le plus facile, c'est-à-dire de ne pas avoir des opérations d'ensemble qui vont concerner tout le monde, y compris les réfractaires, etc., mais de commencer par les gens qui sont volontaires. Et ensuite, sur la base des résultats et des réussites, d'essaimer, de diffuser ce que l'on a fait, d'abord à petite échelle et que l'on essaiera ensuite d'étendre. Donc commencer toujours sur ces sujets par travailler avec les gens qui ont envie, qui sont partants, qui sont volontaires, et ensuite on pourra capitaliser sur le succès. C'est toujours plus simple que d'essayer de vaincre les résistances a priori. Et donc le diagnostic vous conduira à apprécier les conditions de faisabilité de la formation en interne. Alors, sur les modalités, on a une très grande diversité, on ne va pas forcément être exhaustif, je vais me centrer sur quelques manières finalement de développer les compétences des salariés en interne. La première, Bernard en parlait en introduction, elle est promue par la loi du 5 septembre dernier, c'est la formation en situation de travail. Et comme tu le rappelais justement, ce n'est pas la formation sur le tas, on pourrait se dire on réinvente l'eau chaude, on a toujours fait ça, depuis que les gens ont des activités, on apprend avec les autres dans le cadre de l'activité. Ici, on a un cadre d'organisation particulier pour bien garantir le résultat, l'efficacité de ce type d'action. On va donc le détailler. On a ensuite la formation hors poste, donc qui n'est pas, elle, en situation de travail, mais qui est déconnectée de la situation de travail et qui est peut-être un petit peu plus traditionnelle. On a ce que j'ai appelé les actions collaboratives. Alors les actions collaboratives, ce sont les occasions que l'on a de travailler ensemble et dans ce cadre-là, d'acquérir des compétences nouvelles. Et puis enfin, on pourrait mettre en place ou développer des réseaux d'expertise, c'est-à-dire la capacité à identifier ou à pré-identifier qui peut m'épauler, m'accompagner, me former le cas échéant, si jamais j'ai un besoin dans un domaine particulier. Alors, si on prend ces 4 grandes modalités de développement des compétences des salariés, la formation en situation de travail, elle est structurée autour d'une évaluation de départ qui permet de définir les objectifs, et les objectifs, c'est quelles sont les compétences que l'on souhaite faire acquérir aux salariés, donc ce qui nécessite un positionnement. Qu'est-ce qu'on va se donner comme résultat pour la formation? Alors, en termes de compétences, ça veut dire quelle situation de travail on souhaite que les gens maîtrisent, dans quel domaine on souhaite qu'ils gagnent en autonomie, qu'ils soient capables de faire, etc. Et donc, on a besoin là d'une évaluation pour savoir exactement à quel niveau de maîtrise on souhaite accompagner ou porter les salariés. Le deuxième temps, une fois qu'on a identifié les compétences, c'est quelles sont les situations de travail qui vont permettre d'acquérir ces compétences-là. Quelles sont les activités qui vont être les supports adéquats, idoines, pour permettre de développer ce type de compétences. Et bien évidemment, on aura un accompagnement à mettre en place, alors que vous pourrez appeler tutorat, parrainage, accompagnement, expertise, formateur, si vous voulez, peu importe, la question n'est pas dans l'appellation, mais dans la fonction. Celui qui va accompagner le processus va veiller d'abord que la personne exerce bien les activités qui sont prévues, puisque parfois, quand on ne maîtrise pas une situation, ça peut être une difficulté. On voit parfois des comportements de retrait. Je ne me mets pas en situation parce que j'ai peur de l'échec, parce que j'ai peur de mal faire, parce que, etc. Donc l'accompagnateur, il est aussi là pour donner du confort, pour rassurer, pour permettre que les gens puissent passer à l'acte, se mettre dans la situation proprement dite, et éventuellement pour apporter une expertise, conseil, prise de recul, etc. Donc, des situations de travail identifiées, un accompagnement. La 4e étape, et c'est une exigence de la part de la loi, c'est ce qui fait en grande partie la différence entre la formation sur le tas qui se fait, j'allais dire, de manière assez naturelle, et une formation en situation de travail organisée, c'est ce que l'on appelle un temps de réflexivité. Alors, de quoi s'agit-il? Un temps de réflexivité, c'est un temps d'appropriation, de consolidation
c'est la différence, si vous voulez, entre l'expérience et la compétence. Ce n'est pas parce que j'ai eu une expérience que mécaniquement, elle se transforme en compétence. Si je voulais prendre un exemple sportif, rugby plutôt, Bernard, il ne suffit pas de jouer un match pour être plus fort le match suivant. Pourquoi les joueurs font de la vidéo dans la semaine en dehors de l'entraînement physique sur le terrain? C'est pour prendre conscience de ce qu'ils ont fait, de la manière dont ils ont fait, pouvoir y réfléchir et se réapproprier la capacité ensuite à prendre des décisions peut-être plus pertinentes. Donc ce temps de réflexivité, ça peut être un temps d'échange, ça peut être un temps de retour sur expérience, ça peut être un temps de confrontation de pratique. En tout cas, ça peut être fait de manière seule ou isolée, ou ça peut être fait par confrontation avec quelqu'un qui pourra nous renvoyer sur ce que l'on a fait. Mais c'est un temps nécessaire pour transformer l'expérience en compétence. Et enfin, classiquement, comme dans toute action de développement de compétences, on a le temps de l'évaluation des résultats, c'est-à-dire identifier si l'action a été efficace, si les compétences ont été acquises ou pas, et c'est-à-dire si les situations de travail sont tout simplement maîtrisées et à quel niveau d'exercice elles sont maîtrisées. Alors, il y a un format pour la situation de travail qui passe par ces différentes étapes. Il y a donc une construction préalable à l'action, il y a une organisation à mettre en place, mais en même temps, vous le voyez, elle ne fait appel qu'à des moyens internes. On verra comment on peut se faire éventuellement accompagner sur ces actions en situation de travail, mais on peut identifier les différentes étapes et le construire. Vous avez ici 3 exemples de situations et de parcours qui pourraient correspondre à des formations en situation de travail. La première, et ce que l'on fait d'ailleurs assez naturellement, parfois en le formalisant, parfois pas, c'est l'intégration d'un nouveau salarié. Vous recrutez un salarié qui ne connaît pas donc l'entreprise, il connaît peut-être les métiers qui sont les vôtres, mais il ne connaît pas le contexte particulier, les conditions dans lesquelles s'exercent exactement les activités, il ne connaît pas non plus ses collègues ou ses futurs collègues, il ne connaît pas les process de fonctionnement interne, il ne connaît pas la culture de l'entreprise, et assez souvent on va lui organiser, de manière plus ou moins formalisée, un parcours. Donc il va faire un petit peu le tour de l'entreprise, voir différents postes de travail, être peut-être en doublon pendant un certain temps avec une personne si jamais il s'agit d'un remplacement ou être avec un accompagnement qui va lui permettre de s'intégrer dans l'entreprise. On peut le faire de manière informelle, on peut aussi dire, voilà dans le cadre de ce parcours ce que l'on souhaiterait précisément que la personne acquiert, au-delà de la technicité qu'elle possède déjà, quelles vont être les différentes étapes du parcours, de quoi il va être composé, des situations d'immersion, des situations de doublon, des situations d'observation, des situations peut-être de formation même, un accompagnement avec un parrain, un tuteur, une personne responsable de l'intégration, et puis un temps réflexif. Alors sur l'intégration, il y a une pratique qui est assez fréquente, c'est le rapport d'étonnement, c'est-à-dire que les gens font part de toutes leurs découvertes, de leurs surprises aussi, de ce qu'ils ont vu, de la manière dont ça fonctionne. Ça leur permet de faire des allers-retours avec leur expérience antérieure. Vous savez qu'on a toujours ce risque lorsqu'on a un salarié qui arrive dans une nouvelle entreprise. La nouveauté, ça peut être déstabilisant et parfois on se raccroche à ses expériences antérieures. Or, l'expérience peut être, certes, un apport de compétences, mais peut aussi être un faux ami dans le sens où les contextes ne sont jamais différents et les recettes qui ont bien marché dans un contexte donné ne sont peut-être pas ni les meilleures ni les mieux adaptées dans un contexte nouveau avec des personnes nouvelles, une culture différente, etc. Et donc le rapport d'étonnement permet de confronter son expérience et ce que l'on a découvert dans l'entreprise et d'avoir un retour, un échange. Donc c'est pas très compliqué à organiser, il faut simplement lui donner un cadre un petit peu formel, le structurer, il faut surtout que les gens soient très précisément informés. Vous voyez, ce n'est pas un outil de manager qui va s'en servir pour gérer un parcours, c'est aussi impliquer les personnes dans le parcours que l'on construit pour elles. Alors on pourrait avoir le même type de parcours pour la prise d'un nouveau poste, qui est l'intégration dans une nouvelle activité, ou alors pour développer des compétences complémentaires pour les salariés.
C'est-à-dire, je ne change pas de métier, je ne suis pas nouveau dans l'entreprise, mais il faudrait que j'ai des compétences en complément de celles que je possède déjà pour être soit dans une meilleure efficacité, soit dans un meilleur confort de travail, soit pour travailler plus en sécurité, etc. Et dans ce cadre-là, on peut organiser les acquisitions de compétences par des missions complémentaires, par la participation à des projets, par la participation à des groupes de travail, par la participation à certaines activités qui ferait sens au regard de compétences identifiées que l'on souhaite développer. Alors, ça n'épuise pas le champ des possibles, puisque si le format est unique, les modalités d'utilisation, elles, peuvent être extrêmement différenciées. Alors, dans les textes, Bernard, la formation en situation de travail, c'est nouveau, c'est rentré en vigueur au 1er janvier, nous sommes le 18 février. Est-ce que AGFOS CGM, dans ce domaine-là, a déjà une action sur la formation en situation de travail, accompagne les entreprises, peut aider à cette formalisation, peut mettre en place un accompagnement, peut guider vers ceux qui sont capables de le faire aussi, ou c'est trop tôt? C'est ni trop tôt ni trop tard, puisqu'on est déjà engagé en tous les cas sur l'analyse des conséquences de la formation en situation de travail. Bon, la loi est récente, les décrets qui l'appliquent aussi, donc nous aussi on est dans cette démarche d'apprentissage pour vérifier dans quelles conditions ce dispositif doit atterrir dans notre offre de services. Néanmoins, je voudrais juste indiquer que la branche des industries graphiques, dès l'été dernier, a souhaité engager une étude sur les besoins en formation dans le secteur et leur traduction dans le cadre d'un dispositif qu'on ne connaissait pas encore, mais on en avait quand même quelques grandes lignes, qui était la formation en situation de travail et comment les besoins pourraient être couverts par une offre en situation de travail au sein des entreprises. L'approche pourrait simplifier finalement la formation en disant il n'y a plus de budget, tout ça c'est très simple. La densité des informations que tu viens de livrer montre que c'est tout l'inverse. La simplicité d'approche, je voudrais aussi dire que les organismes de formation sont exclus finalement de l'AFEST. Je crois que c'est aussi l'inverse qui va se produire. Ça va permettre aussi aux organismes de formation finalement de se rapprocher aussi des situations de travail, d'apporter des solutions hybrides, qu'elles soient présentielles, digitales et ou en situation de travail. Et d'ailleurs, nous avons déjà un dispositif qui utilise la formation en situation de travail. C'est un contrat de professionnalisation, contrat d'alternance, d'insertion en alternance. Tu venais d'évoquer l'insertion de nouvelles compétences sur des parcours plus longs qui n'ont pas forcément les mêmes objectifs. Le contrat de professionnalisation intitulé Vision Pro est véritablement un dispositif de formation interne, mais structuré et accompagné par un organisme externe, un assistant à maître d'œuvre. Et on est peu ou prou finalement dans des démarches analogues. Donc ce sont en tous les cas des dispositifs qui sont intégrés au sein d'AGFOS PME CGM et qui doivent se décliner finalement sous différents formats. Tu le dis, c'est dans la loi, donc les OPCO vont financer et financent les actions de formation en situation de travail. Il faut leur apporter un cadre qui permet d'identifier ce que tu évoquais. Il y a une acquisition de compétences. Il y a un parcours pédagogique qui doit en tous les cas signifier en tous les cas l'élévation de compétences pour le collaborateur concerné, pour l'apprenant. Donc les documents qui devront factualiser cet engagement ne sont pas encore finalement produits, et puis finalement ils sont peut-être même laissés à la main des différentes parties, que ce soit l'entreprise, l'apprenant, et puis peut-être aussi la personne, le tuteur ou l'accompagnateur, quel que soit l'intitulé qui va accompagner. Mais néanmoins, c'est un dispositif qui est finançable, de toute façon, au même titre que les autres actions de formation. Dans les travaux de la branche, en tout cas dans ce qui pourrait être identifié dans un court terme finalement, dans les priorités d'intervention et d'action de la branche, il y a sans doute deux acteurs clés, au-delà de l'entreprise et du salarié. Il y a deux acteurs clés, sans doute, que sont
l'accompagnateur, je vais leur donner ces titres-là comme ça pour poser le sujet, parce que tu indiquais juste avant qu'on pourrait leur donner différents intitulés, mais il y a peut-être deux rôles majeurs. Il y a l'accompagnateur, véritablement, celui qui va accompagner l'apprenant, une forme de tuteur terrain, souvent un collaborateur expérimenté qui va exercer cette fonction de tutorat, en tous les cas, et d'accompagnement de l'apprenant. Et puis il y a le référent formation en situation de travail. Et là, ça fait appel à quelque chose que tu as évoqué comme étant une qualité qui n'est pas intrinsèque, c'est celle du formateur, de la structuration, en tous les cas, du parcours qui va en situation de travail. C'est le garant. Permettre, le parcours, évidemment, permettre en tout cas d'acquérir ces connaissances. Tu as évoqué la réflexivité, c'est un terme qui est beaucoup usité, qui est apparu depuis... Qui a perturbé le Conseil d'État quand on a mis ça dans le décret. Oui. Mais finalement, ça permet de distinguer ce qu'est la formation en situation de travail et la formation sur le tas. La réflexivité, finalement, ce n'est que l'analyse de ce qu'on fait. Ce n'est pas l'apprentissage mécanique d'un geste, c'est l'analyse de ce qu'on fait. C'est l'analyse des choix et des décisions, et pourquoi on a fait tel choix et dans quelles conditions on a pris telle décision. C'est là, et ce temps-là, il est important parce que c'est celui qui va finalement déterminer la qualité de la formation en situation de travail, et donc l'acquisition de compétences. Donc, à très court terme, avec en tout cas l'impulsion que donnera la branche des industries graphiques, AGFOS PME CGM interviendra sur différents axes de travail, assurément un soutien des organismes de formation du secteur pour qu'eux-mêmes s'emparent de cette nouvelle pédagogie, qu'ils l'intègrent en tous les cas dans leur proposition, dans une offre hybride, l'accompagnement aussi des entreprises, pour former des accompagnateurs justement, et des référents FEST, pour que les entreprises et les organismes de formation finalement s'équipent de ces nouvelles compétences, et puis ensuite, bien entendu, au bout du bout, c'est administrer et financer la FEST dans des conditions simplifiées. Le législateur a eu la volonté de simplifier. Les dispositifs locaux doivent évidemment s'inscrire dans cette démarche de simplification. Alors, la FEST, c'est la formation en situation de travail, c'est donc une action de formation. C'est pour ça que tu dis, on peut le financer, on intervient, on s'en occupe et on peut vous accompagner. Il peut y avoir d'autres modes de développement des compétences en interne des salariés, sans que tous, nécessairement, ne prennent la forme d'une action de formation. Mais ça n'empêche qu'ils pourront contribuer au développement de compétences. J'en ai listé quelques-uns. Tout d'abord, on peut avoir des formations hors poste de travail. Et là, je crois qu'il faut casser le format traditionnel de la formation avec une durée parfois un peu longue, qui mobilise du temps, etc. On s'aperçoit que pédagogiquement, des séquences courtes répétées souvent sont plus efficaces qu'une séquence longue où on a une accumulation d'informations avec un taux de déperdition très rapide derrière. Et donc là aussi, il y aurait une question d'organisation et de ressources. C'est est-ce que nous avons des temps, y compris des temps courts, disponibles pour des formations qui pourraient être de très courte durée, des formations un peu flash, dispensées par des salariés de l'entreprise, peut-être en situation de travail, peut-être des choses qui durent un quart d'heure, 15 minutes, une demi-heure, mais qu'on ne laisse pas finalement dans une espèce d'informel que l'on organise, que l'on programme, que l'on structure et pour lesquels chacun sait dans quel rôle il se trouve, ce qui est la condition d'un bon apprentissage. On a ensuite ce que j'appelle les actions collaboratives, où ici, l'activité, mais avec peut-être des formats d'organisation particuliers. J'ai parlé du retour d'expérience, on a le co-développement qui permet à des personnes de travailler sur un même sujet. On a des immersions qui permettent de découvrir des activités nouvelles. On a la participation à un projet où on n'a pas forcément le rôle le plus opérationnel, mais qui va permettre aussi d'acquérir peut-être des techniques soit de gestion de projet, soit de la technicité dans les domaines qui sont traités par le projet. Bref, les collaborations entre les salariés sont génératrices de développement de compétences. Et puis, on a quelque chose qui peut être un tout petit peu différent,
qui sont les réseaux d'experts. Les actions collaboratives, elles peuvent mettre en jeu des salariés de qualifications différentes qui travaillent sur des métiers différents, avec des activités différentes. Les réseaux d'experts, c'est un petit peu plus homogène. C'est des gens qui ont des compétences un peu pointues dans certains domaines, mais qui vont s'enrichir mutuellement en échangeant leurs pratiques, en travaillant ensemble sur des questions à résoudre, et qui permet d'identifier des personnes ressources qui pourraient être des référents pour tel ou tel domaine. Parfois, la compétence, c'est pas forcément quelque chose que l'on a internalisé, c'est juste savoir où aller chercher quand on a besoin et trouver des réponses à ces questions. Donc, on a une prolifération, en quelque sorte, d'actions possibles. Pour l'entreprise ici, le diagnostic est assez simple. C'est compte tenu de ce que sont vos métiers, vos activités, vos pratiques, la culture des salariés, la manière dont habituellement ils apprennent, qu'est-ce qui va être le plus simple à organiser, le plus efficace dans le résultat, le plus attractif pour les individus et le moins onéreux, il y a aussi cette dimension-là, à produire. Donc si vous avez répondu à ces 4 questions, eh bien, vous voyez vers quoi vous pouvez vous orienter. Alors, en conclusion, pour former ces salariés en interne, on a la première question, c'est formation n'est pas une finalité, donc c'est la question du résultat. Quel type de compétences doit-on développer? De quoi on a besoin dans l'entreprise? Qu'est-ce qu'il faut renforcer? Qu'est-ce qu'il faut acquérir? Dans quel domaine? Ensuite, diagnostic, quelles sont les capacités internes de faire à travers les 2 ou 3 diagnostics que j'ai identifiés ce matin. La question que posait Bernard faisait le pronostic que ça nécessiterait peut-être un accompagnement extérieur dans certains cas pour structurer la démarche, au moins dans un premier temps pour permettre de l'organiser. Donc est-ce qu'on a besoin ou pas de se faire accompagner sur ces sujets-là? Et est-ce qu'il y a des compétences dont l'entreprise aurait besoin et qui ne peuvent pas? Il faut toujours aussi envisager cette hypothèse-là, qui ne peuvent pas résulter de l'interne. C'est-à-dire qu'il y a des compétences, sans doute des compétences d'expertise, qu'on a besoin d'aller chercher ailleurs. Voilà, quand on a répondu à ces 4 questions, on voit comment on peut structurer ou utiliser tous les moyens, y compris nouveaux, de développement des compétences des salariés. Sur ces champs-là, j'imagine que AGFOS PME CGM accompagne les entreprises adhérentes pour le diagnostic et puis pour le passage à l'acte ensuite pour les actions. Oui, c'est ce que je laissais entrevoir tout à l'heure dans mon intervention, c'est qu'on est déjà en tous les cas bien dirigé dans cet accompagnement structuré des entreprises et aussi des organismes de formation. Je crois qu'on comprend en tous les cas maintenant que le voile se lève sur la FEST, que ce n'est pas un dispositif qui va remplacer tous les autres. Au contraire, c'est sans doute le dispositif qui va augmenter l'accès à la formation des collaborateurs et développer les compétences, en formalisant ce qui se fait déjà, mais à partir d'une expérience formelle, de pouvoir développer finalement d'autres modules internes sur lesquels finalement les entreprises ne seraient pas allées si elles n'avaient pas pensé, réfléchi à la manière dont elles pouvaient organiser la formation. Après, ça se fera dans des formats hybrides, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, qu'ils soient digitaux, des apports externes, de compétences, etc. Merci beaucoup, Bernard. C'est nous, Jean-Pierre. Merci à vous. Rendez-vous le 18 mars pour la 3e conférence de ce 3e cycle de conférences. Où on fera le benchmark un peu... on ramassera tout ce qui est possible en innovation, en bonne pratique, sur la base de la réforme de la formation, de cette loi du 5 septembre, pardon, je vais y arriver, avec le souhait d'être en direct. À très bientôt, au revoir. Merci, au revoir.